Chapitre 7 La civilisation en jugement. Je t'emmène ce soir voir un dalang, me dit Razi. Il y en a un très grand en ville ce soir. Les dalangs sont les célèbres maîtres marionnettistes indonésiens. Mon jeune ami était manifestement heureux que je sois revenu à Bandung. Sur son scooter, nous avons traversé des secteurs de la ville qui m'étaient totalement inconnus, des quartiers remplis de ces jolies maisons traditionnelles javanaises appelées kampong, qui me semblaient une version pauvre des petits temples aux toits de tuiles. Il n'y avait là aucune trace des majestueux manoirs coloniaux hollandais, ni des immeubles à bureaux que je m'étais habitué à voir partout. Manifestement, ces gens étaient pauvres, mais ils semblaient fiers d'eux-mêmes. Ils portaient des sarangs de batik élimés, mais propres, des blouses de couleurs vives et des chapeaux de paille à large bord. Nous fûmes accueillis partout par des rires et des sourires. Quand nous nous arrêtâmes, des enfants s'empressèrent de toucher mes jeans. Une fillette piqua une fleur de frangipanier dans mes cheveux. Nous avons rangé le scooter près du trottoir d'un théâtre où s'étaient rassemblées quelques centaines de personnes, certaines debout, d'autres assises sur des chaises portables. Il faisait un temps superbe. Même si nous nous trouvions au cœur du plus vieux secteur de Bandung, il n'y avait pas de lampadaire, et nous voyions donc parfaitement briller les étoiles. L'air était rempli d'une odeur de feu de bois, d'arachide et de giroflier. Ray disparut dans la foule et revint bientôt avec plusieurs de ses jeunes amis que j'avais précédemment rencontrés au café. Ils m'offrirent du thé chaud, des petits gâteaux et du sat, des petits morceaux de viande cuits dans l'huile d'arachide. J'ai sans doute hésité un peu avant d'accepter ce dernier mets, car l'une des femmes me dit en riant, un doigt pointé vers le feu, « Viande très fraîche, on vient de la cuire. » Puis la musique commença. Je fus séduit par le son magique du gamalong, un instrument qui évoque les cloches des temples. « Le dalang joue toute la musique lui-même, » murmura Razi. « Il actionne aussi les marionnettes et les fait parler en plusieurs langues. Nous te traduirons leurs paroles. » Ce fut un spectacle remarquable, combinant des légendes traditionnelles avec des événements actuels. J'appris plus tard que le dalang était un chaman qui travaille en état de transe. Il avait plus d'une centaine de marionnettes, pour chacune desquelles il empruntait une voix différente. Jamais je n'oublierai cette soirée, l'une des plus marquantes de ma vie. Après avoir mis en scène quelques passages classiques du Ramayana, le dalang exhiba une marionnette de Richard Nixon, très ressemblante avec son long nez caractéristique et ses bajoux pendantes. Le président américain était vêtu en oncle Sam, avec sa queue de pie et son haut de forme décoré de la bannière étoilée. Il était accompagné d'une autre marionnette, en costume rayé, qui portait d'une main un sceau décoré du symbole du dollar, et de l'autre faisait flotter un drapeau américain au-dessus de la tête de Nixon, à la manière d'un esclave éventant son maître. Une carte du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient apparut alors derrière les deux personnages, avec les divers pays suspendus à des crochets dans leurs positions respectives. Nixon s'approcha aussitôt de la carte, enleva le Vietnam de son crochet et le fourra dans sa bouche. Il cria quelque chose qui me fut traduit ainsi. « C'est dégueulasse! Un déchet! On n'a pas besoin de ça !» Puis il le jeta dans le seau et se livra au même manège avec les autres pays. Je fus étonné de voir que les pays dominos de l'Asie du Sud-Est ne faisaient pas partie de ces captures suivantes. Il a plutôt pris tous les pays du Moyen-Orient, la Palestine, le Koweït, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Ensuite il a pris le Pakistan et l'Afghanistan. Chaque fois, la marionnette criait une épithète avant de jeter le pays dans le seau, et chaque fois, ses propos étaient anti-islamiques. Chien de musulman, monstre de Mahomet, démon islamique. La foule est devenue très excitée. La tension augmentait chaque fois qu'un pays se retrouvait dans le seau. Les spectateurs semblaient partagés entre le rire, l'indignation et la rage. Parfois, je les sentais offensés par le langage du marionnettiste. J'étais également mal à l'aise. Plus grand que tout le monde, j'étais très visible dans cette foule et je craignais qu'elle ne reporte sa colère sur moi. Puis Nixon dit quelque chose qui me causa des picotements dans le cuir chevelu quand Razi me le traduisit. « Donnez celui-ci à la Banque mondiale. Allons voir si l'on peut faire un peu d'argent avec l'Indonésie. » Il arracha l'Indonésie de la carte et il s'apprêtait à la jeter dans le seau quand une autre marionnette surgit soudain de la pénombre. Elle représentait un Indonésien, vêtu d'une chemise de batik et d'un pantalon kaki, et portant un écriteau sur lequel son nom était inscrit très clairement. « C'est un politicien populaire de Bandung », m'expliqua Razi. La marionnette se précipita entre Nixon et l'homme au seau et leva la main. « Arrêtez !» cria-t-il.
L'Indonésie est un pays souverain. La foule applaudit très fort. L'homme au seau leva alors son drapeau et le projeta comme une lance sur l'Indonésien, qui chancela et connut une mort affreuse. Les spectateurs se mirent à rugir en brandissant le poing. Nixon et l'homme au seau nous regardaient. Ils s'inclinèrent et sortirent de scène. « Je crois que je devrais m'en aller, dis-je à Razzie. M'entourant l'épaule d'une main protectrice, il me dit « Ça va, ils ne t'en veulent pas personnellement. » Je n'en étais pas aussi certain. Plus tard, nous nous sommes tous rendus au café, où Razzie et ses amis m'assurèrent qu'ils ne savaient pas à l'avance que le Dalang ferait cette parodie de Nixon. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec ce marionnettiste, me dit l'un des jeunes hommes. Je me demandais tout haut si cela n'avait pas été expressément organisé en mon honneur. Quelqu'un éclata de rire et dit que j'avais un très gros ego. C'est typique des Américains, ajouta-t-il en me tapant sur le dos amicalement. Les Indonésiens sont très politisés, me dit mon voisin de table. Les Américains ne font pas de spectacle de ce genre. Une jeune femme très belle, qui étudiait l'anglais à l'université, s'assit alors en face de moi. Vous travaillez pour la Banque mondiale, n'est-ce pas me demanda-t-elle. Je lui répondis que j'étais présentement en mission pour la Banque asiatique de développement et l'Agence américaine pour le développement international. Ne sont-elles pas toutes semblables? Sans attendre de réponse, elle poursuivit. N'est-ce pas comme dans la pièce de ce soir? Votre gouvernement traite l'Indonésie et d'autres pays comme s'ils n'étaient qu'une vulgaire poignée de... Elle chercha ses mots. De raisins? Dit l'une de ses amies. C'est exactement ça, une poignée de raisins. On peut cueillir et choisir, conserver l'Angleterre, manger la Chine et jeter l'Indonésie. Après avoir pris notre pétrole, précisa une autre femme. Je voulus me défendre, mais je n'étais pas du tout à la hauteur. J'étais fier d'être venu dans cette partie de la ville et d'y être resté pour assister à ce spectacle anti-américain que j'aurais pu considérer comme une attaque personnelle. Je désirais qu'ils se rendent compte de mon courage et qu'ils sachent que j'étais le seul membre de mon équipe qui se fût donné la peine d'apprendre le bahasa et de se familiariser avec leur culture, mais aussi le seul étranger à avoir assisté à ce spectacle. Je jugeais toutefois plus prudent de ne rien leur livrer de ces pensées, et je tentais plutôt de détourner la conversation en leur demandant pourquoi, selon eux, le Dalang n'avait choisi que des pays musulmans, mis à part le Vietnam. La belle étudiante d'anglais éclata de rire. Parce que c'est ça leur plan. Le Vietnam n'est qu'une opération de maintien, fit l'un des hommes, comme le fut la Hollande pour les nazis, un tremplin. La vraie cible, poursuivit l'étudiante, c'est le monde musulman. Je devais absolument répondre à cela. Les États-Unis ne sont sûrement pas anti-islamiques, répliquai-je. Non, s'exclama-t-elle. Depuis quand? Il faut que vous lisiez l'un de vos propres historiens, un Britannique du nom de Toynbee. Dans les années 50, il a prédit que la vraie guerre du prochain siècle n'aurait pas lieu entre les communistes et les capitalistes, mais entre les chrétiens et les musulmans. Arnold Toynbee a écrit cela? J'étais ahuri. Oui, lisez La civilisation en jugement et le monde et l'Occident. Mais pourquoi y aurait-il une telle animosité entre les musulmans et les chrétiens? Demandai-je. Mes interlocuteurs se regardèrent. Ils semblaient avoir de la difficulté à croire que je puisse poser une question aussi stupide. Parce que, répondit-elle lentement, comme si elle s'adressait à un malentendant, l'Occident, particulièrement son leader, les États-Unis, désire contrôler le monde entier pour créer le plus grand empire de l'histoire. Il a d'ailleurs presque réussi. L'Union soviétique l'en empêche actuellement, mais les soviets ne dureront pas. Toynbee a compris cela. Ils n'ont ni foi ni religion, et leur idéologie est sans substance. L'histoire démontre que la foi, c'est-à-dire l'âme, la croyance en une puissance supérieure, est essentielle. Nous, les musulmans, nous l'avons. Nous l'avons même plus que tout le monde, y compris les chrétiens. Alors nous attendons, nous nous renforçons. Nous prendrons notre temps, intervint l'un des hommes, puis nous frapperons comme un serpent. Quelle idée horrible! Que pouvons-nous faire pour que cela n'arrive pas? J'avais du mal à me contenir. L'étudiante d'anglais me fixa dans les yeux. Cessez donc d'être si cupide et égoïste, répondit-elle. Rendez-vous compte qu'il y a d'autres choses dans le monde que vos grosses maisons et vos jolis magasins. Des gens souffrent de la faim et vous vous inquiétez du pétrole qui fait fonctionner vos voitures. Des enfants meurent de soif et vous cherchez la dernière mode dans les magazines.
Des nations comme la nôtre sont enlisées dans la pauvreté, mais votre peuple n'entend même pas nos appels au secours. Vous fermez l'oreille à ceux qui tentent de vous en parler. Vous les étiquetez comme radicaux ou communistes. Il faut ouvrir votre cœur aux pauvres et aux opprimés, au lieu d'accroître leur pauvreté et leur servitude. Le temps presse. Si vous ne changez pas, vous êtes condamnés. Quelques jours plus tard, le politicien populaire de Bandung, dont la marionnette avait défié Nixon et avait été empalé par l'homme au seau, fut frappé mortellement par un chauffard qui ensuite prit la fuite.